Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast à soir. Bonjour mon cher Polydomso. Hello. Alors on va parler du choc à venir. Francis Ngannou, Cyril Gane, oui, parce que Cyril est devenu champion intérimaire de la catégorie heavyweight. Il doit donc prochainement affronter Francis Ngannou, ancien partenaire d'entraînement, qui a lui aussi découvert le MMA au MMA Factory, avec Fernand Lopez. On est quasiment comme à chaque fois maintenant en live sur Twitch pour échanger avec vous. Bon appétit Guillaume, oui je viens de finir mon petit bol de Chocopops, écoutez. Pas de placement de produit. C'est vrai, pas de placement de produit. Oh, parce qu'on n'est pas sponsorisé par Choco Pops, donc. Nous ne sommes pas sponsorisés d'ailleurs, en plus c'est vraiment très très mauvais pour la santé. Hein, donc bon. Donc, bref, les gars, on va lancer le générique, le fameux générique de Twitch. Let's go, le hype train est lancé. Here we go. We are back. Alors oui, on a déjà Qu'est-ce que j'attends, le prochain King Energy, oui, parce qu'en plus Fernand est venu avec des très très grosses munitions. Donc rendez-vous mardi à 18h pour ça, quelques petites infos sur la suite. Et la suite, c'est donc... Oui. À mon avis, il va faire tout péter, hein, le King Energy, là. Probable. Cyril Gane, plus le fait qu'il ait entraîné Francis Ngannou, plus la future confrontation... je fais un peu de pub, là, je vous le tease un petit peu, mais à mon avis, il va tout faire péter cet épisode. On va suivre ça, mon cher Polydomso. Et donc oui, Rusty B me manque, mais il nous manque aussi à nous, il est de retour en force, il est même rentré chez lui, ça y est, mais quelque part, on a tous une part de Rusty B dans nos cœurs. Il est en chacun de nous. Hein. Rusty B est en chacun de nous. Complètement... Putain. Alors bien, on va quand même accélérer, on va quand même avancer. Donc Francis Ngannou, Cyril Gane, ça devrait se dérouler prochainement pour l'unification. Décembre au mieux, au pire, on va dire, ça va être première partie d'année 2022, voilà. Est-ce que là aujourd'hui, toi, Polydomso, tu considères que ces deux heavyweights là sont les deux meilleurs de la planète finalement? Et est-ce que là, Cyril Gane qui était classé 3ème, éclipse donc Derrick Lewis qui vient de battre, et surtout Stipe Miocic, qui lui était jusque-là classé numéro 1. En réalité, la question, elle se pose juste dans ce cas-là, puisque Ngannou a battu Stipe Miocic dans son second match, et il l'a battu de manière sans équivoque, quoi. Il a écarté sec et net, sans bavure. Donc, la question se pose plus du point de vue de Gane, qui passe, en fait, qui fait un saut de puce au-dessus de Stipe Miocic, parce que Stipe Miocic est numéro 1 de la KT, selon les rankings UFC. Enfin, il faut comprendre que numéro 1, c'est sans compter le champion, évidemment. Il y a le champion et ensuite, il y a les 10 qui suivent. Et là, Ngannou avait battu, donc, du coup, Derrick Lewis, qui était numéro 2. Donc, en théorie, il passe numéro 2, mais bon, de toute façon, comme il est champion intérimaire, je suppose. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'ils font leur ranking dans ces cas-là. Je pense qu'ils passent automatiquement au niveau 1. Ouais, il passe au niveau 1. Ouais, non, mais ce serait logique parce que ça n'a pas de sens. Sinon, déjà que les rankings de l'UFC n'ont pas beaucoup de sens, on va dire d'un point de vue sportif, mais là pour le coup, je me demande comment est-ce qu'ils se seraient débrouillés pour faire autrement. Et du coup, d'un point de vue ranking, Stipe Miocic est en dessous. Après, moi, c'est un combat, honnêtement, dans l'absolu, si ce n'est que là, dans la configuration actuelle, le combat n'a pas trop de sens pour le moment, peut-être à l'avenir. Mais un combat Gane-Stipe Miocic. Moi je dis ouais, hein, ça m'intéresse à fond, c'est super intéressant. Il y a des trucs que fait Stipe Miocic que ne fait pas Derrick Lewis. Tu vois. Enfin, mais ça peut être dit de beaucoup de combattants, hein, parce que Derrick Lewis a un style qui est vraiment très très particulier, qui est très j'allais dire unidimensionnel, c'est pas vrai parce que il y a des trucs que Lewis sait faire dans toutes les distances en fait, que ce soit en lutte ou que ce soit au sol ou que ce soit en striking, mais on va dire très essentiel, simple, tu vois, genre simple. Il fait pas, et ça lui a coûté en fait le combat contre Cyril Gane, parce que je pense que vraiment le fait d'attendre absolument le contre et d'accumuler du dommage en attendant le contre, et le fait de ne pas pouvoir agresser sur plusieurs pas, c'est ce qui a signé sa fin en fait à Derrick Lewis. Donc Stipe Miocic, faut pas le sous-estimer, quoi. C'est un profil
C'est-à-dire, c'était jusqu'à sa défaite contre Francis Ngannou, c'était le plus grand poids lourd de l'UFC. Enfin, j'aime pas utiliser ces termes-là. En tout cas, celui qui a eu le plus de succès. C'est ça, en termes même de record de défense de titre, c'était lui qui en avait le plus. Il avait perdu une fois le titre, il l'avait repris. Enfin, donc il a une carrière qui est admirable, impeccable, et il était considéré à juste titre, je pense, comme l'un des plus complets et peut-être le meilleur, tu vois, jusqu'à sa défaite contre Ngannou. Donc tant qu'on n'a pas le combat entre lui et Gane, j'ai du mal à me prononcer, si tu veux. Je peux pas savoir si Gane est meilleur que lui. Dans l'absolu, c'est des combattants. En plus, les pierres feuilles ciseaux, ça marche. Enfin, pas les pierres feuilles ciseaux, les maths en MMA, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que le combattant A a battu le combattant B, et le combattant B a battu le combattant C, que le combattant A va battre le combattant C, tu vois, c'est les pas comme MMA maths ne fonctionnent pas. Non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de relation de châle, tu vois, entre les entre les trucs. Ça fonctionne pas comme ça. En revanche, parce que c'est du matchmaking. Et je pense qu'un mec comme Stipe Miocic contre Cyril Gane, ça peut faire un très très beau match parce que justement, Stipe Miocic, il est complet, il s'est agressé sur plusieurs pas. Il a la lutte en défense et tout. Enfin, c'est un match-up qui est plutôt je pense plutôt dangereux d'ailleurs pour Cyril Gane. Je pense que c'est un des mecs, un des gars qui, à mon sens, outre Francis Ngannou, si on me demande là comme ça au débeauté des gens qui peuvent potentiellement battre Cyril Gane actuellement, je mettrais lui, Ngannou et Blades en fait. Et John Jones, tu le mets ou tu le comptes Et pas pour John Jones, l'instant? en fait, alors John Jones, c'est la trick card. J'attends en fait de voir ce qu'il donne en lourd. Mais potentiellement, pourquoi pas aussi, parce que tu vois par exemple un truc, ce qu'a fait Gane à Derrick Lewis. Si justement la prise de poids n'est pas trop coûteuse pour John Jones, je pense que John Jones l'aurait fait pareil, tout pareil. Justement, bon, ils n'ont pas exactement le même style, hein, mais une des grandes forces de John Jones, c'est ce qui lui a assuré sa longévité, je pense, et le fait qu'il n'ait pas pris trop de dommages et qu'il ait toujours réussi à se protéger, même quand il a pris des gros coups, à se mettre hors de danger dans la plupart de ses combats, c'est cette capacité justement à gérer sa position par rapport à son adversaire et par rapport à la cage. Les deux se ressemblent beaucoup d'ailleurs, Gane et Jones. Alors ils ont pas le même, c'est pas le même la style, même morphologie non plus. Ouais. c'est pas la même morphologie, c'est pas le même skin non plus. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont pas le même passif martial, mais c'est les mêmes principes fondamentaux. C'est-à-dire que les déplacements et la gestion de la distance, ils la maîtrisent totalement. C'est extrêmement rare. Essayez de vous souvenir d'un moment où John Jones a été contre une cage et en train de subir ou d'attendre et d'être bloqué. Tu vois, malgré toutes les années, malgré tous les combats qu'il a fait et tous les gens auxquels il a fait face, et même dans les combats où c'était compliqué pour lui, même contre Dominique Reyes, même contre Thiago Santos, même contre Gustafsson, il s'est pas retrouvé dans une position vraiment, vraiment dangereuse pour lui contre la cage à subir. Pourquoi? Parce qu'il a ce savoir-faire de déplacement et tout. C'est très étonnant parce que John Jones, je fais cette petite parenthèse, après on repasse sur Cyril Gane, mais c'est quelque chose que j'aime bien évoquer, c'est que John Jones potentiellement est un des meilleurs boxeurs et un des pires boxeurs de la catégorie light heavyweight. C'est-à-dire si boxeur, quand je dis boxeur, c'est boxe anglaise. Que si tu prends en fait ces techniques de points purs, juste les punch en fait, il n'a pas vraiment de punch, il n'a pas une forme qui est très très belle non plus, et il n'est pas extrêmement rapide des mains. Donc on pourrait se dire c'est un peu brouillon, et d'ailleurs c'est quand il essaie d'accélérer en point que parfois il se fait choper en contre ou des trucs comme ça. Notamment contre Dominique Reyes, c'était évident quoi, il y avait un petit souci de vitesse et tout. Et donc du coup on pourrait en conclure que à partir de là, comme il n'a pas de très bons points, bah, c'est un mauvais boxeur. Mais à part ça, certes c'est pas un bon boxeur agressif, mais en termes de boxe anglaise, de déplacement et de footwork, c'est un des meilleurs en fait de la catégorie. Il sait tout le temps se placer hors de danger, se protéger, avoir une bonne défense comme ça, basée sur le mouvement, avant d'être basé sur des mouvements de tête ou des mouvements de buste. Et Gane, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est intéressant. Bon, je ferme la parenthèse sur John Jones parce que tu évoquais en fait ce truc-là, cette possibilité-là. Moi, j'attends de voir ce qui va, parce que je sais pas si en fait la montée en poids va pas se faire à son désavantage. Je ne sais pas encore. Ça peut très bien être à son avantage. Hein. Il peut être plus puissant, peut avoir plus de cardio, c'est possible aussi. Moi, les images qu'on a vues de son entraînement au moment où il y avait une discussion à propos de sa rencontre potentielle avec Ngannou, maintenant, il semblerait que c'est un truc qu'il faille un peu oublier, malheureusement. Mais ce que je peux en dire de mes yeux et de ce que j'ai pensé des vidéos qu'il avait postées de lui qui s'entraînait au pad d'ours ou au pad, enfin au pad, c'est qu'il avait l'air beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus crisp dans son anglaise que ce qu'il avait montré jusqu'à présent. Bon, c'est à prendre à part parce que
tout le monde peut avoir l'air cool et avoir l'air d'être un bon boxeur sur les pattes d'ours. Une fois que tu es face à un adversaire qui rend les coups dans le stress du combat, c'est pas du tout la même chose. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est il me semble qu'il y avait un accent qui avait été mis là-dessus. Et peut-être que justement, il se disait, bah, peut-être que pour obtenir le finish et tout, il faut que je pose un peu plus mes mains. Donc, ça peut être intéressant. On peut avoir d'agréables surprises à propos de John Jones. Et surtout, moi, ce que j'apprécie particulièrement avec sa montée là, c'est que il prend le temps, mine de rien. Et c'est vrai qu'on a vu assez récemment, je pense notamment les deux exemples les plus criants pour moi, en termes de, on va dire, de stars, c'était Max Holloway et Israël Adesanya, où j'ai trouvé à chaque fois que c'était un peu précipité. Là, on a quand même quelqu'un qui passe de moins de 93 à moins de 120, enfin, un gap qui est assez énorme, mine de rien. Et le fait qu'il ait 1 an et demi pour préparer la montée, je trouve que c'est assez, enfin, même quasiment 2 ans, exactement. Mais surtout, regarder les enjeux, parce que comme John Jones va directement avoir, à mon sens, le combat pour le titre, en cas de défaite, tu vois, il y aura pas de retour possible, finalement. Donc, autant qu'il soit au maximum de ses capacités. On a une question, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions, parce que oui, on va rebondir là-dessus, bien évidemment. Quelqu'un qui pose la bonne question, finalement. Donc, M. Boutansemi, quel pourrait être le game plan de Francis et Cyril s'ils combattaient l'un contre l'autre? Et bon, on est là pour ça, mon cher Polydomso. Alors, la rencontre Cyril Gane contre Francis Ngannou. C'est un truc de ouf. Hein. Moi, en fait, j'ai vraiment envie de voir ce match parce que je vais dire quelque chose qui va peut-être en surprendre plus d'un, mais je pense que déjà on va dire le Ngannou qui était pas champion, c'était déjà un match-up très 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 dur et très complexe à aborder en fait pour n'importe qui et pour Cyril Gane aussi à plus forte raison en fait. Mais disons prenons le Francis Ngannou qui a échoué face à Stipe Miocic la première fois. Je pense que même c'était à ce niveau-là, il est dangereux du fait de ses aptitudes, de sa vitesse et du fait que lui, à la différence de Derrick Lewis, est beaucoup plus proactif dans sa démarche, sauf dans son combat contre Derrick Lewis, étonnamment. Mais en mettant ce combat à part, parce que c'est un combat qui est un peu bizarre, le combat contre Derrick Lewis, un peu étrange. Je pense qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions mentales, Ngannou, pour l'aborder. Je pense que même on va dire le crude Ngannou, tu vois, le Ngannou qui avait pas encore totalement raffiné sa technique, qui était pas totalement patient, et comme ce qu'il a montré en fait dans le combat contre Stipe Miocic, c'est extrêmement difficile à aborder comme match-up. Et là, celui qu'on a vu là contre Stipe Miocic, bon, reste à voir si c'est pas une performance qui est comme ça, parce que ça peut être le cas aussi. Hein. On se souvient de Cody Garbrandt qui a fait un combat comme ça dans sa carrière et qui en a pas fait d'autres ensuite depuis sa rencontre contre Dominic Cruz. Donc peut-être que je pense pas quand même. Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais peut-être que c'était le combat de la soirée c'était le combat de sa vie en fait pour Francis Ngannou. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il a fait les améliorations parce qu'on sentait vraiment que c'était un truc, c'était méthodique, quoi. C'était taffé, il y avait une construction et ça fonctionnait, tu vois. Et donc je pense que là, ce Francis Ngannou, en fait, je vais dire, tu vois, c'est terrible parce que là, on va être amené à prendre à faire des pronos sur ce combat et à prendre des décisions, mais ce Francis Ngannou là qui a battu Stipe Miocic, je le mets favori contre tout le monde en fait, contre tout le monde, de Gane compris, John Jones compris. Daniel Cormier compris, tous les gens qu'il y a actuellement ou qu'il y a eu là de récente mémoire en fait, parce que ce qu'il a montré face à Stipe Miocic, c'était impressionnant, c'était flippant parce qu'il avait toujours les armes qui pouvaient lui permettre de terminer le combat en un coup. Et le fait qu'il soit patient, qu'il construise son attaque en plusieurs étapes, qu'il varie les zones de frappe, qu'il fasse tout ce travail-là en fait, enfin qu'on avait déjà évoqué. Le fameux travail en jab. Le fameux travail en jab, et ça associé justement ce que je veux dire à la takedown de défense et à une meilleure gestion de son énergie aussi, tout simplement pas s'épuiser en 2 rounds, bah, ça fait que c'est un casse-tête. Là, le résoudre, c'est très très compliqué. Mais en même temps, s'il y en a un qui peut le résoudre, je pense Cyril Gane, il a enfin moi, de ceux que je pense qui ont potentiellement les armes pour poser problème et voir déjouer en fait cette force-là en fait, ça doit être des gens comme ça élusifs qui ont un très bon footwork, qui le forcent en fait à dépenser son énergie en vain en fait. Si tu rentres dans un rapport de force avec Ngannou, même si tu gagnes en fait, on va dire en termes de nombre et en termes peut-être d'activité sur le moment, le truc c'est que ça coûte trop cher en fait d'échanger des coups avec lui, et ça coûte trop, même s'il est plus dans l'optique justement de
de t'arracher la tête en un coup, c'est plus son optique depuis son deuxième combat contre Stipe Miocic. Mais même si tu prends juste, on a vu quelques jabs, quelques coups, et ça suffisait pour complètement ébranler Miocic, qui pourtant est un combattant extrêmement solide en fait. Donc c'est un jeu qui, à mon avis, perdant. Moi, je pense qu'il faut le faire soit le shutdown complètement en lutte, mais je pense qu'il y en a pas actuellement qui peuvent faire ça. Le seul qui pouvait éventuellement le faire, Curtis Blade, bah Il s'est il a loupé perdu à deux fois. il s'est loupé à deux fois, et donc du coup la question ne se pose plus en fait à ce niveau-là. Mais alors du coup, comme tu peux pas le rentrer enfin c'est très difficile si t'es pas un lutteur de naissance et que t'as pas fait ce travail-là toute ta vie et que t'as pas aussi un gabarit physique qui te permet de soutenir cet effort sur 25 minutes, quoi. C'est quand même là, ça commence à devenir très compliqué en fait. Et ben à mon avis, je pense qu'il faut rentrer il faut faire le toréador, quoi. Et ça, c'est compliqué parce que maintenant, en plus, il a ajouté le jeu en kick, Ngannou, et c'est quelque chose c'est une arme qui est utile face aux gens qui se déplacent beaucoup, comme Ciryl Gane. Moi, le seul coup qui a eu un effet du combat de Derrick Lewis contre Gane, il y a eu un seul coup qui a eu un effet, c'est un low kick de Derrick Lewis. Hein. Un seul. Bon, après, Derrick Lewis n'en a pas refait d'autres, mais c'est le seul truc je vais pas dire marqué, parce que ça n'a pas marqué, mais qui a visiblement fait quelque chose, en fait, dans ce combat, de son côté. Donc voilà, donc je pense, oui, d'un point de vue stylistique, pour Ngannou, ce que je dirais debout, parce que je pense pas qu'il va chercher la lutte activement, mais debout, ce serait de faire ce qu'il a fait contre Stipe Miocic, en fait, tout simplement, viser le corps principalement, essayer de casser les appuis de Ciryl Gane, et ne pas chercher uniquement à chasser la tête, et ne pas aussi être trop attentiste. Je pense que c'est quelque chose que vous avez évoqué lors de votre dernière intervention, de ta dernière intervention, je pense. C'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de punch Ciryl Gane qui te fait pas mal, en fait. À un moment donné, le dommage s'accumule, et si tu te dis j'attends, c'est pas une bonne solution du tout. On voit ce que ça a donné pour Derrick Lewis. Donc il faut être actif, il faut aller chercher Gane, mais pas le chercher comme le poids lourd typique, en fait, essayer de chercher à tout prix la tête. Non, ça marchera pas, il est trop fin et trop subtil pour ça. Il faut essayer vraiment d'abord de le stabiliser, c'est-à-dire de le forcer à se tenir en face de toi. Si tu lui cours après et que tu essaies de le décapiter, ça marche. Enfin, il y a toujours une possibilité que ça passe, mais c'est pas la meilleure des méthodes, je pense. Pour ce qui est de Gane, ouais, bah ça va être, je pense, d'essayer dans un premier temps. Cyril, qui pour se préparer au combat contre Francis, prévoit de prendre du poids aussi, justement. Oui, bah ça me paraît nécessaire. Hein. On a vu ce que ça a donné aussi pour Stipe Miocic d'arriver à 106 kilos. Ouais. C'était pas la bonne méthode pour faire face. Alors, c'est pas la bonne méthode, mais en même temps, c'est pas la bonne méthode quand tu prévois d'avoir un jeu en lutte et tout. Quand tu cherches un peu à être évasif, faut pas non plus prendre trop de poids. Tu vois, c'est aussi ça le problème, parce que qui dit poids dit que ça a un impact sur ton cardio, ça a un impact aussi sur ta rapidité. Et ça, c'est la grande force de Ciryl Gane. Il faut pas non plus parce qu'il sera jamais un puncher, en fait, Ciryl Gane. Donc il faut pas non plus qu'il se dise je vais prendre du poids pour essayer de compenser ça, en fait, avec Francis Ngannou. Il aura jamais le punch d'Ngannou, Ciryl Gane. Alors, et de son côté, Ngannou jamais il se déplacera comme Gane. Tu vois, tu vois, faut mettre l'accent sur tes forces, en fait, et essayer de compenser tes faiblesses un petit peu autant que faire se peut. Mais je pense que là, le poids, il est intéressant pas seulement pour faire mal, en fait, ou te faire respecter de Ngannou, il est intéressant pour les phases d'accrochage. Moi, j'étais très surpris dans le combat contre Derrick Lewis de la facilité avec laquelle Gane, en fait, gérait ses phases d'accrochage. Parce que Derrick Lewis, on le dit jamais assez, mais c'est un des poids lourds actuellement les plus imposants et les plus forts physiquement, en fait. Alors, je te parle en force pure, je te parle pas en fort en termes de skills, tu vois, je te parle en capacité physique. Et il n'arrivait pas, en fait, non seulement Gane trouvait très facilement les underhooks, même quand il était dans une position désavantageuse, il arrivait tout le temps à se replacer, mais en plus de ça, quand il le collait à la cage, Derrick Lewis, il faisait rien, quoi. Enfin, il n'arrivait pas à se sortir de cette situation-là. Donc ça peut être une des stratégies de Gane aussi. Je pense de toute façon que la clé du succès pour Gane contre un mec aussi dangereux qu'Ngannou, c'est soit all the way in, all the way out. C'est-à-dire tu restes sur l'extérieur les trois quarts du temps, et quand ça sent trop le rouchiche, bah tu fais du clinch.
Alors ça va pas. Alors là pour le coup, ça va vraiment pas plaire à certaines personnes. C'est-à-dire les gens qui sont hostiles à Gane encore jusqu'à aujourd'hui, si jamais Gane gagne contre Francis Ngannou, je pense qu'il gagnera de cette méthode-là. Tu sais, d'alterner entre phases où tu es sur l'extérieur et phases où tu casses la distance et tu t'accroches. Bah, un peu à la Bernard Hopkins. De toute façon, il n'y a pas énormément de choix si on veut gagner contre Francis Ngannou aussi. Hein, donc bon. C'est clair. Bah sinon, c'est ce qu'avait fait Stipe Miocic. Oui, c'est ce que d'ailleurs, mon cher Pedro, c'est ce que suggère El Noeve 93, qui était aussi présent lors du live d'avant UFC 265. Je pense que les kicks de Gane pourraient faire la diff avec des ouvertures d'entrée en lutte. Bah, c'est ce qu'avait fait Miocic, pour ceux qui se souviennent. Alors Miocic, on se souvient surtout de la lutte. Mais c'est marrant parce qu'il n'est pas rentré comme ça en fait, Stipe Miocic. Il a vraiment cherché à faire douter en fait Francis Ngannou et ça s'alliait en fait. Il y avait 3 armes qui étaient utiles dans le combat. Bon, hormis tout un tas d'autres trucs, mais pour simplifier, pour synthétiser le premier combat de Stipe Miocic, à partir du moment où il avait laissé passer je crois les 3 ou 4 premières minutes, où là il n'a pas fait grand chose Miocic. Il s'est juste concentré sur sa défense, esquiver les entrées de Francis Ngannou. À partir du moment où ça s'est restabilisé en fait en face à face, les 3 armes sur lesquelles comptait Stipe Miocic, c'était son jab, son low kick et ses entrées en high crotch grab. Et en fait, il alternait les 3, c'est-à-dire il feintait du jab et quand il feintait du jab, Francis Ngannou cherchait à placer son contre, mais à un moment donné, en fait, Francis Ngannou, c'est vraiment visible pendant le combat, il ne savait plus en fait ce qui arrivait, en fait, quelle était la prochaine étape. Parfois, il réagissait pas à une feinte de jab et du coup, il prenait un low kick parce qu'il n'avait pas réagi. Parfois, il réagissait, il envoyait son coup, mais c'était trop tard et du coup, Stipe Miocic rentrait en phase de lutte et c'est comme ça qu'il l'amenait au sol. Enfin, il avait vraiment émoussé le timing de Francis avec toutes ces feintes et ce travail d'alternance entre le jab, les low kicks et les amener au sol. Et ça avait très bien marché. Le problème, c'est bon, déjà, c'est plus le même Ngannou, visiblement, et au-delà de ça, ça sous-entend quand même d'être extrêmement confortable avec toutes ces armes-là. Et on peut dire beaucoup de choses sur Cyril Gane. Il est excellent dans ce qu'il fait, et c'est bien qu'il ajoute ses tentatives de takedown comme il l'a fait contre Rozenstruik et comme il l'a fait contre Volkov. Mais je suis content, par exemple, qu'il ne l'ait pas fait avec Derrick Lewis. Je pense que ça aurait été un risque inconsidéré de sa part, et je pense que ce serait un risque inconsidéré aussi de sa part face à Ngannou. Parce que quand on regarde ses tentatives d'amener au sol contre Rozenstruik, par exemple, je trouve qu'il se met un peu, il s'expose un peu quand il fait ses amener au sol, Cyril. Mais c'est vrai que Lewis et Ngannou ont quand même de solides références en termes d'uppercut aussi. Ah, c'est ça, et en plus de ça, maintenant, bah, tu vois, contre Derrick Lewis, moi, j'aurais eu peur qu'il le fasse parce que comme j'ai pu le détailler dans un article que j'ai fait en amont en fait de ce combat, c'est pas tellement la mise au sol qui est compliquée avec Lewis, c'est plus le maintien au sol. Et Lewis est excellent pour se relever en fait. Il sait très bien faire ça. Et comme c'est un skill qui est pas habituel chez les lourds, surtout venant de Lewis, tu pourrais pas imaginer que ce mec-là puisse se relever comme ça easy, tu vois, et que surtout qu'il soit aussi technique dans ses process pour se relever, ça surprend en fait beaucoup d'adversaires. Donc je pense que Gane, il aurait pu l'amener au sol s'il avait voulu, hein, je pense que c'était possible, mais ça aurait été pas aussi décisif comme action que ça aurait pu l'être contre d'autres poids lourds. Et en plus de ça, ça aurait ouvert en fait des fenêtres pour Derrick Lewis qui finalement il n'en a pas eu besoin du tout. Tu vois, il a réglé le problème en striking uniquement et c'était bon. Et je pense qu'en termes en striking et en clinch, il a peut-être besoin que de ça. Maintenant, si l'opportunité se présente vraiment belle, par exemple que je sais pas que Ngannou se couvre, un truc comme ça, et qu'il est pas vraiment, que son attention est vraiment détournée de l'amener au sol, ça peut être pas mal. Mais d'avoir un jeu aussi proactif comme celui de Stipe Miocic, comme il faisait, c'est-à-dire d'alterner comme ça, je sais pas, je trouve ça dangereux. Faut pas oublier que Stipe Miocic c'est quand même un très très bon lutteur. Hein. Il est extrêmement talentueux, Gane, mais il peut pas non plus remplacer des années d'expérience. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je dirais. Et donc, pour moi, à mon avis, c'est dangereux. Après, ça peut être le game plan. S'il fait tout son game plan là-dessus, j'attends de voir. Hein. Il peut me surprendre, Gane. Hein. Il peut encore améliorer sa lutte. C'est peut-être un point de progression qu'il a. Peut-être qu'il sera meilleur d'ici 3-4 mois. Moi, je me base que sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, en fait, de Cyril Gane. Et si le viewer me demande par rapport, en fait, à ce qu'on a vu, par rapport notamment aux tentatives de takedown qu'il a fait contre Rozenstruik. Pour moi, je trouve que c'est encore un peu trop dangereux. C'est une arme qui est pas encore tout à fait prête, en fait, encore aujourd'hui.
Shadows nous dit, si le combat dépasse le 3e round, je mise tout sur Cyril. Polydomson en avait parlé précédemment. C'est vrai aussi que mine de rien, Francis a un petit peu ça, ce côté. Au-delà des 2 rounds, pour l'instant, il n'y a eu que des défaites. Ouais, oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut pas non plus Mais est-ce que tu penses que ça peut aussi vouloir dire que aujourd'hui la stratégie de Francis Ngannou, mais même si bien évidemment il y a personne qui a réussi à aller au-delà, mais tu vois, c'est si tu as passé ces 10 minutes, ça veut dire que sa stratégie ne fonctionne pas. Je sais pas si on peut être aussi catégorique en fait. Je pense qu'on se laisse. Alors c'est vrai qu'il ralentit Ngannou. De tous les combats qu'il a fait, enfin, c'est rare en plus qu'il y en ait qui ait passé le deuxième round, mais il ralentit même ses explosions en fait, s'espacent de plus en plus. Quand tu regardes sur les premiers rounds, il explose assez souvent. Sur le deuxième round déjà un peu moins, tu vois. Mais sur le deuxième combat contre Miocic, il semblait pas ralentir. Je pense que vraiment depuis qu'il a arrêté en fait, qu'il a mis un peu de côté ces espèces d'agressions comme ça où il s'engage énormément sur ses coups, il se balance, il se jette en avant et tout. Et que maintenant il est plus sur une attitude un peu plus méthodique. Enfin, et en même temps, je dis ça, il est encore trop tôt pour parler d'habitude, tu vois. Je dis ça depuis qu'il a fait ça, mais en fait, il ne l'a fait qu'une fois. Mais en partant du principe, voilà comment je vais présenter les trucs. En partant du principe que le combat contre Stipe Miocic, le deuxième du nom, n'était pas un hasard, que c'était pas juste le combat d'une soirée en fait, et que ce qu'il a fait, il est en mesure de le reproduire sur ses autres combats. Je trouve que je pense que le cardio est un peu moins une issue, justement parce qu'il se dépense moins sur ses coups. Il a pas, en fait, je pense qu'il a pris conscience qu'il n'avait pas besoin d'armer des coups à partir des hanches et d'envoyer des uppercuts comme il a fait contre Overeem pour mettre KO les gens. En fait, peut-être c'est nécessaire pour mettre KO en un coup, mais de toute façon, s'il te touche plusieurs fois, ça fait le même effet. Et c'est vraiment l'impression qu'il y avait en fait dans ce deuxième combat contre Stipe Miocic, c'est qu'il y avait une patience en fait et une confiance en soi. Ça, il savait qu'il construisait quelque chose qui allait aboutir de toute façon à la fin du combat en fait. Et à partir de là, je pense que je suis plus serein en fait sur l'énergie en fait d'Ngannou à ce moment-là. Si tu le fais pas travailler. Le truc en fait, c'est que je pense que si dans un combat Ngannou gagne, ça passe le 3e round. Je pense qu'il y a des chances que ça voudra dire quand même qu'il sera un petit peu fatigué Ngannou parce que Stipe Miocic par exemple dans le deuxième combat il a porté le combat jusqu'au 2e round mais il prenait plein de coups dans la gueule, tu vois, quand même, hein, il a pris quand même pas mal de coups. Il y avait eu un knockdown dans le 1er round et un deuxième juste avant. Il me semble qu'il y avait déjà eu un knockdown dans le 1er round, oui, complètement. Ouais, et donc du coup c'est moins fatigant que d'envoyer des battoirs dans le vide, tu vois. Et c'est vrai que Cyril Gane, il a cette aptitude aussi à te faire rater tes coups, hein. Il est très très bon, il est très évasif pour te faire manquer. Donc si Ngannou passe le 3e round et qu'il a été vraiment actif et qu'il a travaillé, en fait, peut-être que là, il y a des chances que ça favorise plus Gane sur la fin du combat. Gane, il sait gérer son effort vraiment longtemps et pourtant en ayant un bon volume d'attaque. On l'a vu contre Volkov notamment, il a accéléré à plusieurs reprises dans le 4e et dans la 5e reprise. Et ça, c'est pas un travail que Ngannou a l'habitude de faire parce que de toute façon, il n'en a pas besoin. Il a terminé ses combats avant. Question de Pax. Gane n'a aucune ou très peu de chances de gagner autre que par décision. On est bien d'accord. Le plan, c'est d'éviter le KO punch comme contre Lewis pendant 25 minutes et de gagner au point. Point d'interrogation. Mais, de toute façon, je pense qu'un mec comme Gane et les gens qui sont comme ça, qui sont, on va dire, scientifiques dans leur approche, jamais ils vont dans un combat en se disant je vais mettre KO le mec en fait. Ils ne projettent pas comme ça, tu vois. Ils sont pas. C'est juste si ça vient en fait. Si ça arrive, ça arrive. Ils construisent leur combat et ils gagnent en fait au round par round. Donc moi, d'un point de vue extérieur, je te dirais oui, il y a plus de chances que la victoire de Cyril Gane se fasse à la décision si victoire il y a, parce que Ngannou il est extrêmement difficile à terminer. Personne n'y est arrivé. Et ce qu'il a montré contre Stipe Miocic où il était au bord de l'asphyxie il avait plus de cardio. Normalement, c'est là où tu tombes. Hein. C'est quand la plupart des KO qu'il y a ou des défaites par arrêt, que ce soit en boxe ou en MMA ou même en kickboxing,
il y en a une grande partie, alors je sais pas si la plupart, je dis c'est en termes de proportion, mais il y en a une grande partie, c'est parce que tu es épuisé en fait, et que du coup tout ton corps lâche quand tu vas prendre le coup de trop, tu vois, la goutte d'eau. Et pourtant Francis Ngannou, il était encore là, il était encore présent, il faisait plus grand chose certes, mais il était encore debout. Donc c'est à mon avis quelqu'un qui est extrêmement résistant. Et bon, je pense que au-delà de ses aptitudes physiques, il y a aussi son histoire. Hein. Il a une grande résilience, Ngannou. Il faut pas minimiser la portée de la vie personnelle des combattants dans leur capacité à avoir la dalle et dans leur capacité à s'accrocher en fait à un combat. Vu ce qu'il a vécu, Ngannou, N'hésitez ça pas ne à m'étonne. regarder les comptes du père Rusty Ah d'ailleurs pour non, ça. mais voilà quoi, ça ne m'étonne pas qu'il ait enfin, faut vraiment le buter en fait pour le terminer dans la cage. Donc effectivement, partant de là, je pense que oui, en termes de probabilité, il y a plus de chances que ce soit Cyril Gane qui gagne par décision. Mais je ne pense pas qu'il va se dire je vais à la décision. Quoi qu'il arrive, non, il combat et si l'opportunité se présente de terminer le combat, il cherchera à le terminer. Ce qu'il a fait avec Derrick Lewis, par exemple. Question de Sold GC2. Justement, comme Francis s'est académisé. Est-ce que Gane ne pourrait pas juste le battre à son propre jeu, car de mémoire Miocic ne bougeait pas énormément avec peu de mouvements de tête, donc peut-être que Francis n'a pas de capacité de battre Gane car trop mobile et trop intelligent. Mais on verra. En fait, on verra. Je suis d'accord que Stipe Miocic a été étonnamment étonnamment fixe, mais il a été étonnamment fixe parce que Francis Ngannou a fait des choses intelligentes. Francis Ngannou, en début de deuxième combat, il n'a pas chassé la tête, il n'a pas fait ce qu'il avait fait au premier combat. Il est allé au corps. Le premier coup qu'il fait, c'est un coup au corps. Hein. Et ça, quand tu as justement Stipe Miocic, il avait de bons mouvements de défense du buste, mais il a pas un excellent footwork défensif, Stipe Miocic. Pour ceux qui se souviennent de ce combat, le premier combat qu'il a fait contre Junior Dos Santos, c'est assez intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire quand il mettait la pression à Junior Dos Santos, c'est lui qui marquait les points. Quand Junior Dos Santos lui mettait la pression, c'est lui qui subissait. Il n'y en avait aucun des deux qui savait vraiment bien reculer en fait dans ce combat. Et je pense que c'est un truc qu'il a. Alors il a une meilleure défense que Junior Dos Santos en boxe, en mouvement et en protection, mais il a tendance à se tenir face à l'adversaire quand c'est lui qui recule. Quand c'est lui qui avance, il sait très bien le faire, étonnamment, désaxer, sortir de l'axe, travailler avec son jab et se mettre hors de portée du retour, ça, il arrive à le faire. Par exemple, regardez ses combats contre Mark Hunt et contre Roy Nelson. C'est un modèle du genre, tu vois, de construction de l'agression et de toujours se mettre à l'abri des retours qui peuvent venir ensuite. Mais en revanche, quand c'est lui qui recule et que c'est lui qui est qui attend en fait l'agression de l'adversaire, je trouve qu'il est pas aussi bon que ça. Il a des bons mouvements de tête, mais les mouvements de tête sont annulés quand tu prends des kicks ou des coups au corps. Tu peux pas esquiver un direct du bras arrière au niveau du sternum avec un mouvement de tête, ça marche pas, tu vois. Et ça, c'est ce qu'avait fait. En fait, Francis Ngannou était super intelligent. Il s'est souvenu de son premier combat, en fait, où il était arrivé en se disant je vais lui arracher la tête et il avait presque pas touché sur le premier. Enfin, si, il avait dû le toucher quelques fois. J'exagère, mais disons qu'il y a plusieurs moments où il avait vraiment mis à côté parce que justement il y avait ces mouvements de buste et cette défense un peu d'anglaise de Stipe Miocic qui avait servi. Là, il a commencé le deuxième combat. La première chose qu'il a fait, coup au corps, low kick, quoi. Tu vois, et ça, bon bah, ça a donné le ton du combat. Après, Miocic, il savait plus quand il fallait amorcer son mouvement de tête ou quand fallait rester sur place. Et c'est pour ça que ça a ouvert la voie en fait aux techniques en ligne haute. L'autre arme qu'a utilisé Francis Ngannou pour ça, c'était le jab, sur lequel il mettait pas trop enfin un jab du bras quoi, plus qu'un jab du corps, plus qu'un jab que tu vois un peu venir parce que on met un peu plus de poids dessus. Il avait un jab qui était un peu non engagé, c'est-à-dire où tu mets pas trop les hanches ni rien, mais du coup c'est plus difficile à voir venir et ça te surprend. Donc il avait toutes ces armes, il l'avait préparé en fait. Mais ça c'est vrai que ça marche bien contre quelqu'un qui est en face de toi. Même si c'est quelqu'un qui bouge bien sa tête, hein, mais dans le fond, Stipe Miocic a accepté en fait cet échange-là, de se retrouver dans cette distance-là. Chose que Cyril Gane n'accepte quasiment jamais, en fait. Donc, moi, je sais pas. Je peux pas dire aux viewers en étant sûr à 100%, oui, il va réussir à sortir de portée tout le temps et à se protéger, parce qu'on sait pas ce que va faire Francis Ngannou pour faire face à ça. Et je pense que, ils se sont entraînés ensemble. Ils ont fait du sparring ensemble. Il sait déjà que Cyril Gane a ces armes-là. Donc, moi, je suis curieux de savoir justement ce que va mettre en place Ngannou pour répondre à cette menace. Fix du 75. Je pense qu'à force de toucher Ngannou avec les mouvements de Cyril, connaissant Ngannou, il va être perturbé de se voir perdre au point.
C'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que pour l'instant, il n'a vécu qu'une fois, et c'était face à Stipe Miocic. Je compte vraiment pas le combat contre Derrick Lewis parce qu'il se passait rien, en fait, tout simplement. Ouais, non, il se passait contre rien. contre Stipe, il y avait vraiment cette conscience de, je crois que c'est le troisième ou quatrième, où c'est 83 coups à 4, où Stipe le met au sol, et puis ensuite, Francis ne fait plus rien. Donc c'est vrai que là, c'était vraiment perturbant pour lui, et ensuite, il y a eu quand même les stigmates de ce combat-là contre Derrick Lewis. Ouais, c'est clair. Donc à voir. El 93 de retour. Si le combat va au-delà du troisième round, la lucidité, la coachabilité de Gane, quelque chose que Ngannou n'a pas forcément. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, ils auront à adapter leur game plan au cours du combat. Je suis assez d'accord. Je pense pas que ce soit la meilleure des qualités d'Ngannou, sa coachabilité, en direct, j'entends, parce que coachabilité entre les combats, il l'a, justement, vu le travail qu'il a fait en préparation de son deuxième combat contre Stipe Miocic, il l'a très probablement. Mais dans le combat, c'est vrai que ce qui s'est passé notamment contre Derrick Lewis, contre Miocic lors du premier combat, c'est un peu inquiétant parce qu'en fait, il y a plusieurs moments où on lui donne en fait les indications, elles lui sont dites et il fait l'inverse en fait. Son combat contre Stipe Miocic, c'était patent en fait, où vraiment re-regarder le combat, regarder ce qui se dit entre les rounds et enfin regarder Francis Ngannou ne absolument pas appliquer ces conseils là quoi. Et bon après c'est un combat qui est spécial. C'est le problème en fait qu'avec Ngannou, c'est que on se base sur des événements qui peuvent être totalement unique en fait, ponctuel. Mais bon, il faut bien. Enfin, nous, quand on donne des avis, on se base sur des choses qui sont arrivées, quoi. Et on peut pas tabler sur ce qu'on ne sait pas, en fait. Et donc, j'ai conscience que peut-être c'était juste vraiment le mauvais soir pour Ngannou. Tout comme son deuxième combat contre Stipe Miocic peut tout à fait être un soir exceptionnel pour lui. Je peux pas, en fait, pour le moment, j'ai pas encore suffisamment de recul pour savoir s'il y a une habitude, une récurrence dans ce que je viens d'évoquer. Néanmoins, c'est vrai que pour Cyril, pour le coup, ça c'est clair que c'est un truc qu'il sait faire. Mais en direct, même pendant les rounds, quoi, il sait s'adapter pendant les rounds, pas à ce qu'on lui dit. Donc ça, je pense que c'est un plus qu'à Cyril par rapport à Francis, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y a des échos sur la date du combat, nous demande Signo5. Rendez-vous demain, 18h, dans King Energy, les gars. Il y a aussi une question. On veut que Polydomso nous fasse une analyse d'Errol Spence. Toujours de Signo75, mais il n'y a pas un combat qui arrive bientôt pour Errol Spence? Je sais pas, on verra ça au moment venu. Hein. Moi, je suis toujours ouvert. Mais ça arrive bientôt contre Manny Pacquiao. Ouais. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Bah oui, mais en plus on en a parlé, Mais oui, moi je croyais que t'en jouais là, c'est pour ça, mais on fera non, c'est vrai que il se passe tellement de trucs. Non, effectivement, ouais, on en parlera du coup. Le moment venu, on en reparlera. Avec plaisir. Et formidable. Et donc ça arrive, ouais, je crois d'ici 2-3 semaines, donc ce sera pareil le lundi 17h30. All-Star System, d'après vous, qui de Gane ou Ngannou a la meilleure lutte? C'est intéressant comme question. C'est intéressant. Moi, ce que j'ai vu faire... surtout, Gane, en fait, on l'a vu offensivement et défensivement. Francis, on l'a surtout vu défensivement. C'est ça. Mais sachant que quand tu travailles ta lutte défensive, tu travailles aussi ta lutte offensive. Oui, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Ce que je veux dire, c'est que Cyril a l'air plus complet, mais il n'a pas rencontré les mêmes mecs que Francis, en fait. Francis, il a quand même eu de très belles défenses de takedown, alors que c'était dans un de ses premiers combats contre Curtis Blade, qui est pourtant, je pense, actuellement le meilleur lutteur chez les lourds en ce moment. Et là, surtout son deuxième combat contre Stipe Miocic, la takedown de défense dont il fait preuve, et la technique où il prend l'arrière du dos et tout ça, ouais, c'était pointu, hein, c'était bon. Donc moi, je donne quand même un avantage à Francis Ngannou actuellement. Même si il fait pas d'amener au sol, il fait pas de tentative d'amener au sol, je pense qu'en termes de ce qu'il a montré là contre Stipe Miocic, quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas contre un random de la catégorie, quoi. C'est contre un des meilleurs dans ce domaine-là. Ouais, ça associé à sa puissance et à ses qualités physiques, pour moi, c'est le meilleur des deux là-dedans. Et voilà, je pense que Polydomson a fait le tour déjà sur ce qu'on va. Allez, peut-être. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat. Ça a le temps d'évoluer. Oh, le G, shout-out pour l'anniversaire de Big Ben. Mais non, c'est l'anniversaire de Big Ben aujourd'hui. Oh bah écoute... Anniversaire de Big Ben, Patin, Koufeng, tout ça. Patin, Koufeng, ouais c'est ça. Joyeux anniversaire à Big Ben qui fête maintenant ses 75 piges.
Bien évidemment, on plaisante. Non, 39 ans pour Big Ben, quand même. Quand même. Il ne les fait pas. Quand même, Il ne les fait pas. Non, il les fait pas. Il faut garder un esprit de jeune, quoi qu'il arrive. Exactement, quoi qu'il arrive. Ah là là. Enfin, que voulais-je dire? Oui, les pronostics. On peut en faire. Allez, des petits pronostics maintenant. Poidomso, faut se mouiller. Qui auront bien évidemment le temps d'évoluer d'ici la Fight Week. Oh là 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 là. Non, c'est trop tôt pour les pronostics. Allez! C'est trop tôt, je sais pas, je saurais pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que si c'est le Francis Ngannou qu'on a vu contre Stipe Miocic, putain, je me range quand même du côté d'Ngannou. C'est même pas que ça me fait chier parce que j'aime les deux de toute façon, mais là pour le coup, je me mets, on va dire, du côté du champion, tu vois, intuitivement comme ça. S'il fait exactement ce qu'il a fait avec les low kicks, les coups au corps et tout, ouais. Mais j'ai encore le temps de virer ma cutie et de retourner ma veste. Hein. J'ai le temps de changer. C'est juste en termes là de pronos, celui qui m'a le plus impressionné en fait des deux sur leur dernier combat. Et pourtant, les deux sont des performances impressionnantes. Mais ce que je veux te dire, c'est que Derrick Lewis, on flippait. Hein. Moi, le premier, hein, pendant le combat, j'étais pas tranquille du début à la fin. Mais d'un point de vue pur match-up, c'était pas le mec le plus dangereux pour Cyril Gane. C'était moi ce qui vraiment m'inquiétait, c'était les configurations dans lesquelles prenait part le combat. Le fait que ce soit 5 semaines, qu'il soit à Houston et tout, je me suis dit putain, ça va peut-être lui rentrer dans la tête, il va peut-être faire une erreur en fait à ce moment-là. Mais c'était pas le mec le plus dangereux qui soit. Tandis que Francis Ngannou, dans son combat contre Stipe Miocic, le deuxième, bah il affrontait le mec qui l'avait battu et qui avait toutes les armes pour le rebattre encore une fois quoi. Et ce qu'il a fait, c'était vraiment, il s'est adapté et il a complètement gommé en fait le premier combat. C'est-à-dire maintenant on n'y pense même plus vraiment à ce premier combat. Donc pour moi ça m'impressionne plus. Donc à partir de là, voilà, c'est ce que j'en pense. Et d'un point de vue match-up. Question de KXMO Polydomso qui est aussi dans ce sens-là. Au fond de vous supportez qui? Franchement, ça fait le mec qui se mouille pas, mais je kiffe les deux au même niveau en fait. C'est pour ceux qui savent pas, on est un des tout premiers médias francophones à avoir parlé de Francis Ngannou. On l'a suivi au moment où il faisait ses premiers combats en fait à l'UFC et même un peu avant. Et c'est pareil pour Cyril Gane. Moi, le premier combat où je l'ai vu au TKO et même avant contre Bouganem en boxe thaï, j'étais genre putain, ce mec c'est énorme ce qu'il va faire. Vraiment. Et enfin, Guillaume confirmera et Russ pourra confirmer. Donc on est attaché aux deux parce qu'on les a accompagnés tous les deux et je vais te dire d'un point de vue personnalité médiatique, parce que je sais pas s'ils sont comme ça dans la vraie vie, on sonde pas les cœurs et les reins. Je pense que j'ai plus d'empathie et de connexion avec Cyril Gane, parce que il est chaleureux, il est drôle, il est séduisant, il charme tout le monde et c'est le mec avec qui t'aimerais bien être pote, quoi, tu vois, et que t'aimerais bien, tu vois, taper un barbecue avec lui, ce serait super cool, tu vois. Mais en termes d'histoire personnelle et maintenant on va dire de trucs qui m'impressionnent le plus, c'est Francis Ngannou, tu vois, c'est quand même une histoire magnifique qu'il a vécue, tu vois. Donc c'est pour ça, pour moi c'est 50-50, je supporte les deux là. J'ai pas de préférence dans ce combat. Pour ma part, petit avantage du côté de Cyril Gane, mais contre tous les autres adversaires, ce serait Francis Ngannou. Parce que c'est vrai que les deux, on a la chance de les connaître et ah non, c'est compliqué, ça va être compliqué. Les gens enfin, vous rendez pas compte, mais en fait, je pense que l'intensité qu'on a eue quand on a vu Gane gagner là contre Derrick Lewis et celle qu'on a eue quand Francis Ngannou a battu Miocic, c'était pareil, c'était une nuit blanche qu'on avait faite et tout. Bah, elle était équivalente. On était vraiment contents pour les deux, quoi. Donc, franchement, honnêtement, même si tu dis que tu as une petite préférence, je pense qu'on on pense que du bien, on pense que du bien des deux personnes. Donc là, ça arrive en tout cas prochainement, mais c'est vrai que ça va être, je pense que ça va être compliqué même pour pas mal de supporters, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont, oui, Cyril Gane c'est la France, mais Francis Ngannou, mine de rien, a découvert le MMA en France, a longtemps vécu à Paris, donc il y a aussi une attache par rapport à la France du côté de Ngannou. Aujourd'hui, il vit à Las Vegas, mais il a une grosse histoire par rapport à Paris et le MMA Factory, donc c'est plus difficile que juste dire c'est l'un ou l'autre là, franchement. Et puis c'est pas pour rien que l'UFC aussi veut organiser ce combat-là à Paris, hein, mine de rien. Ouais, non, c'est clair. Et puis bon, moi, si vous voulez, pour rien vous cacher, je soutiendrai toujours les combattants français en priorité par rapport aux combattants, on va dire étrangers, même si mes combattants préférés ne sont pas des combattants français. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand t'as des histoires comme celle-là, comme celle d'Ngannou et tout, et que
que surtout c'est à ce niveau-là en fait de personnalité, bah ça s'efface un petit peu, ça devient secondaire ça pour moi en fait. Justement, Ngannou, même s'il n'était pas passé par la case France, j'aurais été fan tout pareil de lui, je pense. Et Hadouken qui nous dit, ben oui, et je partage bien évidemment. Pourquoi choisir? Nous allons vivre une putain de soirée. Mais c'est ça, faut voir les choses comme ça. Bon, c'est toujours un peu problématique de voir deux combattants qu'on aime bien se mettre des coups sur la tronche, mais ça va être leur soirée à tous les deux. Ils vont être mis en avant tous les deux, donc il faut plutôt le voir positivement en fait. Les deux ont une chance exceptionnelle. Ils vont être sous les spotlights et ils ne seront regardés que par des gens qui les aiment tous les deux aussi. Enfin, dans la majeure partie des gens. Donc c'est du bonheur. Personnellement, je serais Cocorico Team Gan pour cette soirée-là, mais c'est vrai que néanmoins, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, je préfère voir John Jones Francis Ngannou que John Jones Cyril Gane. Ah, moi, les deux matchs mais les deux m'intéressent. Parce que moi, franchement, bon, alors, en revanche, je pense que ça va faire chier pas mal de gens, parce qu'il y a des gens qui vont pas apprécier, qui apprécieraient plus Jones versus Francis Ngannou d'un point de vue stylistique, parce que je pense qu'un match Jones-Gane, ce sera des échecs, en fait. C'est ça. Mais par contre, ça risque d'être du très haut niveau. Ah, ça va être, à mon avis, ce serait si John Jones monte très bien et qui fait très bien sa transition au lourd, on sera potentiellement dans ce qui se fera de mieux techniquement, et même toute catégorie confondue. Ah, oui. Non, mais ça peut être. Non, mais ce serait délirant. Enfin, je veux dire, les gens, faut qu'ils se rendent compte du niveau en fait des deux personnes, quoi. Mais en revanche, ce sera peut-être pas le plus spectaculaire. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui préféraient, ça vaudrait peut-être mieux que ce soit Jones. Du coup, je suis plutôt de ton côté là-dessus, je pense. Peut-être qu'éventuellement, dans la perspective d'une confrontation contre Jones, ce serait plus marrant que ce soit Francis Ngannou. Donc bon, en tout cas, à suivre, et seul l'avenir nous le dira, mon cher Polydomso. Vous le savez, Big Shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Allez! See you, oh là 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 là, magnifique Polydomso. See you very soon. Merci à tous pour votre fidélité. Puis voilà, on était quand même 300 en direct pour ce petit... ça fait plaisir, petit live, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine. I'm fucking coming for you!